Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous vois peut-être mieux. Alors, on va jouer un petit peu avec le soleil. Aujourd'hui, c'est une vidéo de réponse à une question, à la question de Thierry. Alors sa question, c'est une question générale sur l'apprentissage du C#. Quelles seraient pour toi les parties générales à maîtriser, en plus des fondamentaux, pour prétendre à être développeur logiciel? Alors c'est une question qui peut paraître simple, mais il y a beaucoup de choses à dire derrière. D'abord, on va commencer par essayer de définir ce qu'est un développeur logiciel. Alors il y a une citation que j'aime beaucoup de Alexandre Meyer qui dit ce sont des professionnels qui ont construit le Titanic et des amateurs l'Arche de Noé. Voilà, alors tout ça c'est pour essayer de faire descendre un petit peu la pression sur ce qu'est un développeur professionnel ou ce que doit être un développeur professionnel. Souvent, ce qui différencie un professionnel d'un amateur, c'est toutes les erreurs qu'il a fait et qui constituent finalement son expérience. Alors de mon côté, j'ai commencé le langage C# avec la version 1.1, Visual Studio 2003, et c'était vraiment quelque chose de formidable à l'époque parce qu'on avait finalement un petit peu toute la beauté de conception du langage Java. On n'avait pas les difficultés de gestion mémoire comme on peut l'avoir en C++. On avait la capacité d'avoir une application de bureau assez facilement, typiquement des applications de gestion par exemple. Et on avait aussi pas l'obligation d'utiliser Visual Basic qui était assez utilisé quand on voulait faire des développements rapides. Donc on pouvait aller assez vite en faisant du code propre, évolutif, pour Windows par exemple, principalement, c'était vraiment une révolution. Enfin, moi j'ai trouvé à ce moment-là. Et puis on avait aussi toute la richesse des éditeurs tiers en entreprise, c'est assez important parce qu'ils pouvaient fournir des composants enfichables, c'est-à-dire des composants qu'on pouvait directement utiliser dans Visual Studio. Je prends un exemple assez simple. Si vous aviez une reconnaissance de code barre, par exemple une application pour un entrepôt, eh bien vous achetiez les composants de code barre, vous faisiez un glisser-déposer presque dans Visual Studio, et là vous aviez la fonctionnalité de détection, enfin de lecture des codes barres. Alors C# a beaucoup évolué depuis toutes ces années. Mais je pense qu'il faut qu'on aborde différents points. Il y a les points qui concernent le langage en lui-même, il y a les points qui concernent le métier de développeur en lui-même, et puis il y a un petit peu la vision 360 sur ce qui est écosystème, vernis nécessaire, choses qui sont plutôt à connaître quand on veut devenir développeur professionnel. Mais je le rappelle encore une fois, il n'y a pour moi pas d'élitisme à mettre là derrière, c'est-à-dire qu'un autodidacte peut très bien maîtriser des concepts aussi bien, voire mieux, que des professionnels. Peut-être que vous allez aimer cette vidéo et le contenu que je vais aborder juste derrière. Partagez-la, abonnez-vous à la chaîne, directement en dessous, cliquez sur la cloche des notifications pour être averti de la prochaine diffusion des autres vidéos. C'est parti. Alors Thierry, derrière ta question, il y a une autre question qui se pose, j'ai l'impression, c'est comment se sentir légitime en tant que développeur, et je vais donner plusieurs conseils qui ne sont pas forcément liés au monde C# et au monde Microsoft, et je pense que c'est des conseils qui vont pouvoir aider pas mal de monde. Je ne vais pas forcément les donner dans l'ordre, mais je vais essayer de faire un petit état des lieux de ce qui pour moi est important dans le quotidien d'un développeur professionnel. Un des éléments qui pour moi est important de maîtriser quand on est développeur professionnel, entre guillemets, toujours, c'est son gestionnaire de code source. Aujourd'hui, Git domine le marché. Il va bien plus loin que la simple gestion de code source. On peut faire beaucoup de choses avec. J'en parlerai sûrement dans d'autres vidéos. Mais il faut savoir que historiquement, il y a d'autres choses que Git avant. Il y avait par exemple Team Foundation Server de Microsoft qui permettait aussi d'aller bien plus loin que la simple gestion du code source et la résolution de conflits. Par exemple, moi j'avais mis en place sur TFS des règles de codage, des bonnes pratiques qui empêchaient la compilation sur le poste des développeurs quand ces bonnes pratiques n'étaient pas respectées. Ça permettait de s'assurer en amont qu'il y avait pas mal de code qui était assez propre avant l'intégration globale. Et puis il y avait aussi à l'époque SVN, CVS,
Voilà, il y avait plusieurs choses et c'est peut-être des gestionnaires de code source qui n'ont pas encore migré, donc ça peut être intéressant de s'y intéresser. Il y avait Mercurial aussi, enfin, il y en a plusieurs. Et donc, bien maîtriser son gestionnaire de code source, notamment dans le travail en équipe, c'est quelque chose qui permet de ne pas perdre du temps au quotidien. Point supplémentaire, la maîtrise, la compréhension minimale des méthodologies de gestion de projet. Alors j'ai fait une interview de Thibaut sur la chaîne, donc je vous invite à aller voir l'interview qui en parle et d'avoir ce vernis, cette compréhension. Quand on n'a pas l'habitude de travailler avec des équipes de développement, ça permet d'arriver dans un projet déjà en parlant un peu le même langage, savoir à quoi s'attendre et puis savoir comment réagir et quelle sera aussi une bonne partie de notre travail dans la contribution du projet au jour le jour. Un autre point également, c'est la partie des tests unitaires. Alors les tests unitaires, il y a plusieurs écoles. Il y avait l'école d'autrefois où c'était simplement vérifier que ça marche sur son poste et puis on pleurait quand on mettait en production. Et puis ça s'est amélioré, ça s'est industrialisé avec des frameworks de tests graphiques, mais pas que. Des plateformes aussi de tests qui relient les gens du métier avec à l'autre bout de la chaîne les développeurs pour s'assurer que la qualité logicielle de bout en bout et au cours de l'évolution des développements notamment, avec les tests d'intégration, avec beaucoup de tests. Donc pas que les tests unitaires de type code. Donc c'est même un métier à part entière, testeur. Et il y a les testeurs fonctionnels, il y a les testeurs techniques, donc on pourra en reparler. Mais un développeur professionnel, toujours de mon point de vue, doit être sensibilisé à ces frameworks de test et savoir les utiliser. Alors, il ne faut pas non plus être un ayatollah du test, c'est-à-dire qu'il faut savoir toujours adapter le besoin par rapport au contexte. Si vous êtes sur une toute petite application, que vous êtes tout seul à développer, est-ce que vous devez mettre en place toute la mécanique nécessaire qui existe sur les grands projets? Je ne pense pas. Il est souvent important de pouvoir construire un projet de manière itérative et le tester de manière itérative. Donc les tests, c'est une bonne pratique de créer les tests dès le départ, mais si on est focalisé aussi sur 100% de purisme, parfois dans certains projets ça peut être pénalisant. Donc toujours avoir le bon dosage, mais surtout connaître les tests unitaires, savoir en écrire, savoir en utiliser, et puis ne pas tomber dans l'extrémisme, parce que ça aussi c'est un danger pour les projets. Autre point, alors bien sûr qui n'est pas lié uniquement au langage C#, c'est maîtriser la conception orientée objet, programmation orientée objet, et les design patterns. Alors j'ai fait une vidéo qui est 3 piliers puissants pour vaincre vos peurs et coder librement. Alors je vous invite à aller voir la vidéo où je parle justement de la programmation orientée objet de manière assez simple, et également des design patterns, de leur utilité, de qui les a conçus, et puis de ce que ça peut apporter dans le développement logiciel. Dans la même idée, il est important de maîtriser le développement en couches, les basiques. Alors il y a le basique à 3 couches, mais pas que ça, il peut y en avoir encore plus. Donc c'est important de se documenter là-dessus et d'avoir une bonne réflexion sur le partitionnement de son code et la capacité à avoir un code bien hermétique entre les couches. Même quand on est expérimenté, des fois on va un peu vite et si on ne se pose pas les bonnes questions, eh bien on peut avoir une perméabilité entre les couches, ce qui est toujours plus compliqué de corriger par la suite. Là-dessus, dans le défi Flutter où je code une application mobile en 30 jours, en partant de zéro, il y a une vidéo spécifique de mémoire, c'est la numéro 5, voilà, le développement en couche. Donc c'est orienté Flutter, mais ça explique les basiques où j'avais fait, je m'étais filmé avec un whiteboard. Donc je vous invite à regarder cette vidéo pour le développement en couche. C'est assez simple, mais je pense que c'est suffisant pour avoir une représentation de ce que c'est dans la réalité. Alors maintenant, je vais aborder les points qui sont un peu plus spécifiques au monde de Microsoft. Et puis après, je vais attaquer les points qui sont pour moi importants dans le langage C# en lui-même. Alors, le code c'est bien, mais il n'y a pas que le code, il y a quelque chose qui est proposé par Microsoft et que je trouve vraiment juste génial pour l'environnement Microsoft, mais avec un petit peu d'exercice, ça s'adapte finalement à beaucoup de langages. Ce sont les Architecture Guides, c'est-à-dire des recommandations
de conception logicielle pour les technologies Microsoft. Alors je vous mets le lien dans la description. Si vous êtes intéressé par le développement C#, mais que vous voulez également aller plus loin dans la maîtrise de la conception d'applications logicielles, ces recommandations s'appliquent également à d'autres langages. Avec une petite gymnastique, on peut assez facilement construire des architectures basées sur les mêmes patterns. Alors bien sûr, Microsoft utilise ces recommandations pour développer ses propres produits. Et là, je pense que c'est également quelque chose d'important, c'est d'aller voir ce que font les produits Microsoft, mais pas uniquement les produits grand public. Alors souvent, on connaît Microsoft par Windows, par la suite Office, mais il y a également des produits qui sont utilisés en entreprise. Un produit qui est très connu s'appelle SharePoint. Et il y a un autre produit, par exemple, qui s'appelle BizTalk. Alors j'ai travaillé sur les deux plateformes et en tant que leader technique sur la partie Microsoft, eh bien, j'ai pu évoluer aussi sur la partie produit. Et il y avait beaucoup de développement qui était à faire dans les produits. Alors, c'est une gymnastique un petit peu différente, mais on reste sur le langage .NET, C# et langage compatible avec la plateforme .NET. Et il y a beaucoup d'opportunités de développement autour de ces plateformes. Et c'est une chose à prendre en compte. Ça fait partie aussi des emplois que vous pouvez avoir demain. Et donc, qui dit C#, application Microsoft, Azure, j'ai envie de dire, etc., dit aussi PowerShell. PowerShell, c'est quelque chose de vraiment très puissant. Alors, c'est une syntaxe que j'apprécie pas forcément, mais on s'habitue assez vite. Et la puissance de PowerShell, je trouve, c'est de pouvoir exécuter une suite de commandes qu'on va pouvoir enchaîner, comme dans le monde Unix, mais on va pouvoir aussi utiliser des développements faits en .NET comme si c'était des commandes utilisables directement dans PowerShell, c'est-à-dire que les objets .NET sont utilisables directement dans PowerShell. Comment ça se passe autrement? Autrement, on est obligé de créer une application de type exécutable, de type console, et puis avec des paramètres en entrée, et on peut chaîner ces applications console entre elles pour obtenir un résultat global. Et avec PowerShell, on a possibilité de créer une intelligence orientée objet, programmation orientée objet, directement utilisable en termes de composants dans PowerShell. Donc c'est quelque chose d'assez puissant et c'est quelque chose d'assez incontournable puisque dans les outils Microsoft, notamment dans la partie cloud, il y a plein de choses qui sont disponibles au fil de l'eau, mais qui n'ont pas encore forcément d'interface graphique. Et ce que fait Microsoft, c'est qu'elle met à disposition des commandes PowerShell utilisables pour travailler avec les outils, mettre en place des automatismes, mais sans avoir encore l'interface graphique qui n'est pas forcément la priorité quand Microsoft met à disposition un produit, par exemple. Et donc cette capacité de bien maîtriser PowerShell, ça permet de résoudre plein de problèmes qui parfois ne sont pas aussi faciles à résoudre par le code, parce que le code, il y aura une partie de déploiement, enfin il y a plein de problématiques. Et donc la combinaison du code .NET avec PowerShell et les outils Microsoft, c'est quelque chose de gagnant et pour moi c'est vraiment, je pense, important de maîtriser PowerShell également. Alors puisqu'on est sur les technologies, je viendrai au langage C# après. Pour moi il y a des fondamentaux à maîtriser. Alors ça dépend des orientations qu'on veut faire, ça dépend du type de poste qui est proposé. Mais pour moi un développeur professionnel .NET doit avoir un vernis et une maîtrise. Alors ça dépend de la technologie, hein, mais une connaissance assez approfondie des différents points que je vais aborder. Le premier point pour moi, c'est pas forcément celui qu'on a l'habitude d'aborder, c'est WCF pour Windows Communication Framework. C'est la pierre angulaire de tout ce qui est communication réseau au sein des applications Microsoft et au sein des développements qui sont faits avec toute la stack technologique Microsoft. Et c'est un superbe framework WCF qui permet de simplifier énormément les choses quand on sait le travail qu'est le développement d'une couche réseau. Et c'est quelque chose vraiment d'angulaire parce que c'est utilisé partout. À une époque, j'étais assez fan d'un quelque chose qui s'appelle AppFabric ou qui s'appelait AppFabric et qui tombait un peu en oubli parce que c'est quelque chose qui avait une popularité pour l'architecture d'applications Microsoft, orientée service notamment.
Et finalement, ça a été intégré dans la partie cloud de Microsoft et sur des briques de base, notamment de SharePoint. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le technique, mais c'était grandement basé sur WCF. Alors, avec WCF, vous oubliez en gros toute la partie complexité de la gestion réseau et vous concentrez sur vraiment le côté applicatif. Donc, pour moi, à maîtriser. Ensuite, suivant l'orientation plutôt orientation desktop et orientation web, parce que c'était une orientation un peu historique chez Microsoft. Maintenant, il y a la partie mobile avec Xamarin et beaucoup de choses derrière. Mais je pense qu'il faut prendre en compte également les projets et l'héritage, ce qu'on appelle le legacy. Et il y a beaucoup de projets qui nécessitent encore aujourd'hui une maintenance et qui ont été développés en WinForms, également en ASP.NET. Alors ASP.NET, je conseille de ne pas sous-estimer la notion des WebForms, qui est un petit peu l'ancêtre de Razor, ce qu'il y a aujourd'hui. Alors c'est deux approches complètement différentes, mais le poids de l'héritage fait que avoir une connaissance, pas forcément une maîtrise parce qu'on peut l'acquérir sur le tas, mais la connaissance des WebForms pour l'héritage et le Razor pour l'actuel aujourd'hui sur la partie web, je pense que c'est également important. Alors, qui dit Microsoft dit beaucoup d'applications de gestion et le standard au niveau base de données, on peut faire avec d'autres bases de données, il n'y a pas de problème, mais c'est SQL Server. Donc, ce que j'invite vraiment à faire, c'est d'installer SQL Server, de pouvoir l'utiliser en tant que développeur, mais également avoir une notion minimale de ce qu'est la sauvegarde d'une base de données avec SQL Server. SQL Server, c'est le gros concurrent de Oracle. Alors, il y a eu pas mal de, je ne vais pas refaire l'histoire, mais il y a eu pas mal de conflits avec Oracle assez récemment, parce que Oracle a une politique agressive orientée prix. Et je vais essayer de résumer. SQL Server aujourd'hui apporte des niveaux de performance. C'est une sorte de package. Alors, je vais vraiment être vous ne me jetez pas des pierres si vous êtes DBA, mais en tout cas, c'est un point de vue que je trouve important à donner. SQL Server, c'est assez facile de pouvoir en autonomie gérer ces données, les sauvegarder. Oracle, c'est beaucoup plus complexe, et dès qu'on veut un petit peu monter en fonctionnalité avec Oracle, il faut sortir le carnet check, et il faut souvent avoir un DBA Oracle pas très loin pour être sûr que tout se passe bien et sécuriser le truc. Et il y a une politique de prix qui est commerciale qui a été mal vue un petit peu, et le fait que SQL Server soit passé disponible dans le monde Linux a ouvert pas mal de possibilités et a enlevé pas mal de réticences sur l'utilisation de SQL Server en entreprise. Donc pour moi, quand on est développeur .NET professionnel, on se doit de maîtriser bien sûr le SQL, mais également la plateforme SQL Server. Dans le même axe, alors je suis désolé parce que j'ai le soleil en pleine tête, je vais essayer de peut-être pas fermer les yeux trop non plus. Dans le même axe, on a le serveur web de Microsoft, 2IS. Alors on peut faire plein de choses avec 2IS, mais faire le minimum, comprendre le fonctionnement de 2IS, les possibilités, être un petit peu autonome sur, peut-être pas aller jusqu'à la configuration d'un certificat, mais au moins comprendre ça. Ça permet de faciliter pas mal de choses, notamment au niveau des déploiements. Et 2IS, c'est utilisé dans beaucoup d'entreprises pour des applications qui fonctionnent en interne sur le réseau local. Tout n'a pas encore migré dans le cloud, et s'intéresser à 2IS, c'est un vernis, je pense, vraiment très important. On arrive maintenant au langage C#. J'espère que vous êtes encore là. Donc, si vous êtes encore là, mettez-moi un petit pouce parce que ça me fera plaisir. Et puis, partagez la vidéo. Donc, on arrive au langage C#. Alors, on est un petit peu dans les fondamentaux. Donc, le langage C#, comme je vous disais, j'ai commencé avec la version 1.1 du framework .NET. Là, il y a une orientation qui va vers la 7.3. Tout n'est pas encore sorti. Il y a eu beaucoup d'évolutions sur le langage, et j'ai retenu plusieurs points. Alors, pour moi, il y a deux types d'évolution du langage. Il y a les trois types. Il y a les évolutions fondamentales qui ont permis à C# de devenir ce qu'il est aujourd'hui, notamment par rapport à Java, bien que j'avais rien contre Java du tout, bien sûr, mais des évolutions qui ont permis de rattraper un retard, des évolutions qui ont permis aux développeurs de faciliter la lecture du code et la conception du code, et puis des évolutions incluses dans le langage qui ne sont pas forcément faciles à comprendre et à appréhender, mais qui permettent de faire de grandes choses en termes de conception de framework,
conception de briques applicatives, mais qui ne sont pas forcément utilisées ou utilisables facilement dans le quotidien parce que c'est assez complexe à comprendre. Et donc je vais m'arrêter sur les notions 1 et 2. Pour moi, un développeur C# professionnel, bien sûr l'important c'est qu'il maîtrise le langage jusqu'au bout des ongles, pas de problème avec ça, mais il y a un autre point que je vois important, il faut le savoir, c'est que 80% de la vie d'une application c'est sa maintenance. Et si vous avez dans une équipe un développeur C# très haut niveau avec par exemple 5 développeurs très moyens, ça va peut-être être compliqué de maintenir le code. Dans ce cas-là, moi je préfère plutôt d'avoir une sorte de consensus sur les fonctionnalités qui permettent de maintenir une application de manière simple, sans compromis avec les performances bien sûr, mais on n'a pas, je pense, besoin d'ayatollahs, de super ayatollahs de C# dans les équipes, mais au moins de la maîtrise des concepts suivants. Une bonne compréhension des delegates, les délégués, la maîtrise des génériques, savoir utiliser Link, la maîtrise de l'asynchrone avec async et await, et se tenir à jour bien sûr des évolutions du langage. Alors il y a eu un très grand bienfait chez Microsoft, c'est l'arrivée en 2014 de Satya Nadella, pour plusieurs raisons qui ne sont pas uniquement liées au développement. Il y a un changement vraiment de concept, d'orientation, orienté vers l'open source, orienté vers le cloud. Et puis il y a eu le rachat de GitHub, il y a eu pas mal de choses qui ont bouleversé un petit peu le panorama. On est passé d'un ancien méchant finalement à un contributeur aujourd'hui, et du coup ça a amené quand même pas mal de bouleversements, notamment au niveau du framework. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a quelque chose d'assez compliqué, on s'y perd un peu, entre l'héritage du framework avec .NET Core qui est arrivé, et puis les orientations qui se mettent, les compatibilités avec Mono, comment ça se passe quand on veut choisir .NET sur Raspberry par exemple, il y a encore plein de questions à se poser aujourd'hui. Comment faire pour que mon code soit compatible des anciennes versions du framework vers les nouvelles. Bon, moi ce que je vois c'est qu'il y a une stabilisation, il y a un remue-ménage, une adaptation qui à mon avis va se stabiliser dans le temps, et c'est une transformation qui est nécessaire et qui peut perdre un petit peu les gens, en tout cas les développeurs. Donc bien se tenir à jour sur ces évolutions-là pour pouvoir faire les bons choix d'aujourd'hui pour les conséquences de demain. Bon, je suis en train de choper une crampe. Alors, si vous êtes là, toujours les petits pouces, j'ai encore 2 conseils importants que je pense qu'ils sont à prendre en compte en plus du langage C# uniquement. Mettez-vous à la place de l'architecte logiciel. Même si vous n'êtes pas architecte logiciel, même si vous êtes débutant, vous avez des conceptions, vous avez une façon de réfléchir et qui est pour répondre à un besoin. L'architecte, c'est la même chose. Et bien, pourquoi pas de gagner du temps en essayant de se mettre à sa place. Ça va vous permettre de vous poser des questions un petit peu différentes et vous permettre de faire par vous-même finalement les choix qui auront un impact positif sur vos projets. Alors, vous pouvez vous appuyer par exemple sur les guides Microsoft d'architecture, ceux que j'ai cités un peu avant dans la vidéo, et je vais vous annoncer différents points, différents axes sur lesquels travaille un architecte logiciel quand il doit concevoir une application. Alors comment ça se passe? Vous avez un cahier des charges qui est soumis à différentes entreprises, il y a une concurrence qui se met en place, et puis les architectes sont mis dans la boucle pour aider à la réponse à appel d'offres. Et donc, il va falloir mettre en place un socle applicatif, mais pas que, une équipe également, et répondre à différents paramètres qui peuvent être présents ou non dans le cahier des charges. Quel est le type d'accès client? Est-ce que c'est une application web? Est-ce que ce sera une application mobile? Est-ce que ce sera une application cloud? Est-ce que ce sera une application hybride? Toutes ces questions-là vont vous permettre, par exemple, de choisir dans le panier de technologies offert par Microsoft, par exemple, ou une composition d'autres technologies également, lesquelles seront pertinentes pour choisir l'accès, ce qu'on peut appeler l'accès client à l'application. Quelles sont les performances attendues et quelles sont les options si on s'aperçoit qu'on a un problème de performance. C# va permettre d'appeler du code natif si jamais on a des gros problèmes de performance, donc on a toujours une petite porte de sortie là-dessus, bien que le code C# soit déjà très performant. Donc à prendre en compte la notion de performance. Quel est le niveau nécessaire pour maîtriser l'ensemble de la stack technique qui va être mise en place? Il y a votre niveau, alors peut-être que vous êtes développeur, débutant ou confirmé ou en devenir, mais les projets se gagnent en équipe. Et quand on va mettre en place une stack technologique, il va falloir trouver des ressources. Est-ce que l'on veut que des experts? Est-ce que l'on veut
que des débutants, souvent c'est un mix des deux avec des experts qui font grandir les débutants. Et pour ça, ça joue aussi dans le choix de la stack technique parce qu'il y a aussi le terme de disponibilité des ressources sur le marché. Parce qu'il peut arriver, même il arrive souvent, qu'on monte un projet en avant-vente alors qu'on n'a pas encore défini l'équipe technique qui va travailler dessus. Je parle des ESN, c'est un différent chez les éditeurs logiciels bien sûr. Et donc la constitution de ces équipes va définir aussi les profils, enfin les technologies disponibles sur le marché, en parallèle les profils disponibles sur le marché, pardon, par rapport aux technologies, donc l'employabilité et la facilité finalement à trouver un développeur par rapport à la stack que l'on va mettre en place. Une autre notion à prendre en compte est la scalabilité. Si vous vous faites la main, je parlais des applications Razor en web ou du WinForm ou même de l'application mobile, et que vous mettez un SQL Server derrière, ok, mais en termes de montée d'échelle, montée en scalabilité, montée en échelle, si on veut une application pour 10 personnes, pour 10 000 ou pour 100 000 personnes, bien sûr, une seule base de données ne sera pas suffisant, ce sera un point de faiblesse et vient maintenant l'option de se poser des questions sur qu'est-ce qu'on va mettre en place. Est-ce qu'on met plusieurs bases de données? Est-ce qu'on va mettre de la répartition de charges? Est-ce qu'il va y avoir plusieurs frontaux web, frontaux de services? Comment ils vont dialoguer entre eux? Comment ça se passe en cas d'erreur pour arriver à trouver une erreur quand on a une répartition de charges? En fait, il y a beaucoup de questions à se poser, mais si on se pose simplement quelle est la scalabilité nécessaire pour mon application dès le départ, eh ben, ça veut permettre de vous orienter sur une technologie, des technologies, donc pas que le langage C#, pour pouvoir répondre à ça dans le temps. Notamment si vous êtes sur des projets agiles, vous allez commencer par un projet simple qui va fonctionner. Il faut être sûr que techniquement on peut monter en scalabilité derrière. La pérennité des choix, est-ce que ce qu'on met en place, ce qu'a payé le client, ce sera à mettre à la poubelle dans 3 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans? Je suis pas sûr que le client, s'il n'est pas averti, soit prêt à repayer la même chose. Voilà, c'est à bien prévoir dès le départ. Parce qu'on peut se laisser facilement emporter par les effets de mode. Mais comme je le disais, 80% de la vie d'une application, c'est sa maintenance. Donc s'assurer d'avoir une technologie pérenne, une communauté pérenne, des éditeurs, je ne sais pas si on dit périn, bon voilà, et, ça rassure et ça permet aussi une des raisons pour laquelle les développements en entreprise, les gros développements aussi, sont souvent avec les éditeurs derrière pour être sûr que les technologies ou les stacks technologiques montent dans le temps, enfin accompagnent le projet dans le temps. Également, le respect des contraintes du SI client, le système d'information. Si vous avez une super architecture qui nécessite d'être mis sur un convoi exceptionnel, mais que le client n'a qu'une porte de garage pour une Twingo, ça va poser problème. Donc c'est important de prendre en compte dès le départ l'architecture SI du client pour savoir comment l'application va s'intégrer à l'intérieur, les règles de sécurité à mettre en place. On parlait de WCF aussi, donc il y a peut-être des notions réseau à prendre en compte. Il y a aussi les bases de données existantes sur lesquelles on peut s'appuyer, qui va être responsable de l'administration des données, comment se passent les sauvegardes, toutes les contraintes liées à l'intégration d'une application, quelles sont les règles aussi de déploiement, les procédures à mettre en place. Enfin, il y a tout un écosystème. Alors quand on est développeur, on peut être éloigné un petit peu de tout ça, mais avoir ça en tête, ça permet d'orienter ses développements pour avoir une approche, par exemple, je donne un exemple assez simple, on peut avoir une partie du code qui va se baser sur un fichier de configuration qui sera paramétrable par le client et qui permettra de déployer automatiquement sur le SI suivant les règles que le client a définies. Donc ça, c'est quelque chose à intégrer au projet dès le départ, qui peut être du développement spécifique, uniquement dédié au déploiement de l'applicatif. Et dernier conseil, alors pour vous remercier les courageux qui attendent depuis tout à l'heure, je vais vous faire un petit tour du paysage. Moi j'aime bien, je trouve ça sympa. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mon dernier conseil, ce sera se poser la question du pourquoi plutôt que du comment. Le langage C# reste un langage de programmation, mais si on se pose les questions du pourquoi, ce sera beaucoup plus simple de savoir ce qui est nécessaire de maîtriser dans le langage et dans tout ce qu'il y a autour du langage. C'est un petit peu tous les points que j'ai abordés. Si comme Thierry vous posez ce genre de questions, j'ai répondu à pas mal d'autres questions dans Guide d'un ami pour démarrer une carrière de développeur en 6 étapes, disponible sur le blog Coder pour changer de vie
www.thierrylecoq.com. Abonnez-vous à la chaîne, les notifications, c'est toujours sympa. Et comme promis, voilà, je vous emmène avec moi. Là, c'est plus facile parce que aujourd'hui, je le dévisse sur le devant. Voilà. Alors, je suis désolé, mais je vois pas très bien. Voilà. Voilà, bon, je me suis un petit peu décalé, parce que c'est quand même plus sympa comme ça. Allez, c'est parti. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que parfois, changer de vie, c'est simplement la voir autrement. Ciao, ciao!